Les vols internationaux témoignent de la volonté des États d'établir entre eux une libre circulation des personnes, donc de simplifier leurs relations. Ainsi, chaque aéronef devient une représentation symbolique de son pays à l'étranger. Représentation symbolique vulnérable, l'agression d'un vol, c'est 400 otages qui peuvent servir à tout moment de moyen de pression sur un État. Cette agression expose instantanément sur la scène internationale des médias les revendications de leurs auteurs. Devant la recrudescence de la piraterie aérienne à la fin des années 60, les organisations internationales reconnaissent comme prioritaire la sûreté de l'aviation civile. Au sein de l'Organisation des Nations Unies et au sein de son instance spécialisée, l'Organisation de l'aviation civile internationale, les États membres adoptent un certain nombre de résolutions. L'une d'elles demande aux États membres de prendre toute disposition pour empêcher que soient introduits à bord d'aéronefs effectuant du transport de passagers des armes ou tout objet pouvant présenter un danger. En France, et dans bien d'autres pays, cela s'est traduit par des mesures législatives. Une loi du 4 janvier 1973 stipule que lorsque la sécurité des vols l'exige, les officiers et les agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des passagers et de leurs bagages pour les vols nationaux et en liaison avec le service des douanes pour les vols internationaux. Des mesures administratives émanant de la Direction générale de l'aviation civile et des ministères concernés, en liaison avec le Comité national de sûreté de l'aviation civile et les comités locaux de sûreté des aéroports. Des mesures matérielles clôture empêchant tout accès à la zone réservée, contrôle des personnels et des véhicules aux entrées et aux sorties, contrôle sur les aires de trafic, surveillance vidéo des aérogares, ronde, matériel de contrôle mobile des bagages suspects, chiens spécialisés dans la recherche des explosifs. Les autorités de l'aviation civile, en accord avec le ministère de l'Intérieur, ont établi une liste répertoriant tous les types d'objets dangereux. Sont interdits tous objets construits et conçus en vue de l'attaque et de la défense, armes à feu, armes blanches, armes de coups ou tout objet simulant ces mêmes armes. Grenades, explosifs, munitions, matériel incendiaire, produits inflammables, corrosifs, toxiques, gaz comprimés, tous objets usuels qui pourraient servir à l'attaque ou à la défense, tels que pistolets d'alarme, rasoirs, grands couteaux, ciseaux effilés,
outils professionnels et objets de toute nature paraissant suspects à l'examen. Des notes d'actualité informent en permanence des nouvelles techniques et méthodes employées par les candidats détourneurs. Elles seront distribuées et commentées par les différents services chargés des visites de sûreté. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Classez ces notes dans votre documentation professionnelle. Elles compléteront vos connaissances acquises en formation. Le contrôle des passagers et des bagages est un élément fondamental dans l'ensemble des dispositifs de sûreté. Pour faciliter et accélérer la tâche des personnels chargés de ceux-ci, et afin de ne pas pénaliser le transport aérien, des matériels spécifiques sont utilisés. Ce sont, d'une part, pour le contrôle des passagers, les portiques de détection des métaux. Leur principe de fonctionnement est basé sur la variation du champ magnétique, occasionnée par le passage d'un objet métallique. Le portique réagit lorsqu'une certaine quantité de métal se présente entre les deux panneaux, et ce, quel qu'en soit le type, fer, cuivre, aluminium. Cette quantité de métal peut être d'un seul bloc ou répartie en plusieurs morceaux. Une arme sera toujours signalée, qu'elle soit entière ou démontée. Mais cette réaction ne doit se produire que pour une quantité jugée suffisante pour constituer une arme. Un portique trop sensible ne servirait à rien, sinon qu'à surcharger l'équipe de sûreté et perturber inutilement le flux des passagers. Les bagages sont quant à eux contrôlés par des appareils spécialisés de radiographie. Ils sont composés d'un générateur émettant une quantité de rayons X à microdose. Ces rayons, ayant traversé l'objet radiographié, sont transformés et mémorisés par un système électronique permettant l'observation sur un écran vidéo. Leur précision est telle que l'on peut, dans le contenu d'un bagage, distinguer des fils métalliques très fins. Ces appareils sont conçus pour assurer une parfaite protection des passagers et des personnels contre la dispersion des rayons X. Dans les aérogares, les matériels de contrôle sont généralement placés près des installations douanières, de police et, pour des raisons évidentes d'efficacité, le plus près possible des portes d'embarquement aéronefs. Leur accès est ainsi limité aux seuls passagers à l'embarquement. Pour les vols internationaux, un gardien de la paix contrôle les passeports. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'une consultation du fichier des personnes recherchées par l'intermédiaire d'une équipe spécialisée. Une unité de sûreté est en principe équipée d'un portique de détection et d'un appareil spécialisé de radiographie placé côte à côte, d'une cabine de palpation et d'une table de visite manuelle des bagages. En fonction des aéroports ou des circonstances, les matériels, les effectifs et la répartition des rôles peuvent varier.
Quand une unité de sûreté est pourvue de l'ensemble des matériels de contrôle, elle fonctionne de la manière suivante. Sous l'autorité et la responsabilité d'un officier de police judiciaire, un gardien de la paix, placé entre le filtre et l'appareil de radiographie des bagages, observe l'attitude des passagers, surveille le bon positionnement des bagages, guide et vérifie le passage du voyageur dans le portique de détection. Il assure en outre la protection armée de l'unité de sûreté. Simultanément, le contrôle des bagages est effectué par un agent chargé de la surveillance. Selon le type de matériel utilisé, il peut procéder à différentes manipulations. La capacité d'interprétation et de reconnaissance du contenu d'un bagage à partir d'une image vidéo ne s'improvise pas. Cela nécessite une solide formation. Systématiquement, toute image suspecte ou non identifiable doit être signalée au gardien placé à proximité. Afin que celui-ci procède à l'ouverture et à la visite manuelle du bagage, ou à la palpation du passager en cabine, si c'est le portique de détection qui a réagi. Afin de parfaire le dispositif, il convient de procéder par sondage à des visites manuelles de bagages et à des palpations à raison d'environ un passager sur 10. En l'absence de matériel spécialisé, les bagages seront visités manuellement et complètement. Pour le contrôle des passagers, les détecteurs de masse magnétique à main seront utilisés en priorité. Ces procédures sont également applicables en cas de panne. Quand des objets illicites sont trouvés soit sur le passager, soit dans ses bagages, il convient de faire plusieurs distinctions. Les objets, qui doivent être retirés parce qu'ils ne peuvent être embarqués ni en cabine ni en soute en raison de leur caractère insolite ou dangereux, c'est le cas des bombes aérosols de capacité supérieure à 1 demi-litre, des liquides inflammables ou autres paquets de lessive, ils seront confiés au service litige de la compagnie qui effectue le transport. Les objets qui sont momentanément retirés aux passagers en raison du danger qu'ils représentent font l'objet d'une procédure de retrait. Étiquetage avec nom, profession, numéro de vol, placés dans des sacs et remis avant le départ à l'agent de la compagnie ayant la responsabilité de l'enregistrement du vol. Si des objets de peu de valeur sont abandonnés, ils seront déposés au service des objets trouvés. Mention en sera également faite sur la main courante de l'unité. Dans le cas particulier des bombes de défense, pour pouvoir embarquer, le passager doit accepter de s'en dessaisir. Si une personne est découverte en possession d'une arme illégalement détenue, c'est un délit. Une procédure judiciaire est ouverte et le parquet saisi.
Tous les passagers d'un vol contrôlé sont en principe soumis à l'obligation de la visite de sûreté. Si des passagers refusent de se soumettre à ces contrôles, la loi du 4 janvier 1973 n'ayant aucun caractère répressif, il leur sera seulement interdit de pénétrer dans la zone protégée et d'accéder à l'aéronef. Il peut arriver que des passagers jugent dangereux pour eux-mêmes ou pour les objets qu'ils transportent l'utilisation des matériels de contrôle. Bien que cette procédure ne présente aucun risque, les porteurs de stimulateurs cardiaques seront soumis à la palpation. D'autre part, il convient d'accepter d'exclure du passage au rayon X les pellicules photographiques ultrasensibles, 1000 ASA et plus. Si celles-ci sont placées dans le boîtier, vérifiez-en le bon fonctionnement. La zone de passage est une zone soumise à de nombreux mouvements. Elle nécessite de la part de l'unité de sûreté une attention soutenue. Afin de leur faciliter la tâche, les personnes munies de cartes d'accès sont tenues de les porter de façon apparente et facilement identifiable. Ces contrôles et procédures sont dans l'ensemble accueillis favorablement par les voyageurs. Le tact et la courtoisie avec lesquels ceux-ci sont réalisés y sont pour une bonne part. La baisse sensible des détournements dans le monde démontre que les moyens mis en œuvre depuis 1969 ont porté leurs fruits. La dissuasion existe. Mais si passer une arme conventionnelle devient de nos jours de plus en plus difficile, on assiste en revanche à une multiplication des méthodes et à la miniaturisation des moyens. Dans cette lutte, il appartient à chacune des parties concernées de redoubler de vigilance, de se méfier de la routine, de se tenir informé et de s'associer afin de former une équipe de poids face à la menace qui pèse sur l'aviation civile internationale et aux agressions dont elle est la cible.